Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées, à l'ordre du jour. Au sortir des 4 années noires de l'occupation, après 18 mois d'une libération qui n'a simplifié, il faut bien le dire, aucun des grands problèmes de l'existence, où en est la jeunesse française? Quelles sont ses tendances et ses aspirations? Quelle est la forme de l'inquiétude qu'on lui reconnaît? Et s'il est vrai que nous nous trouvons devant un nouveau mal de la jeunesse, par quoi ce mal se caractérise-t-il? Quelles sont ses causes? Quels peuvent être ses remèdes? Ce sont les questions que nous posons ce soir à 4 représentants des diverses tendances de l'opinion, à 4 jeunes qui eux-mêmes sont à peine les aînés des garçons et des filles dont ils vont nous parler. Autour de Paul Guimard, nous avons en ce moment dans notre studio le révérend père Daniel Lou de la Compagnie de Jésus, directeur de la revue Les Études. Pierre Hervé, député communiste à l'Assemblée nationale constituante, directeur général adjoint de Libération. Le pasteur Jousselin, secrétaire général des Scouts français, président de la délégation française à la Conférence internationale de la jeunesse qui s'est tenue à Londres il y a quelques mois. Enfin, Maurice Merleau-Ponty, qui défend les positions de la philosophie et de la morale existentialiste dans la revue Les Temps modernes. Paul Guimard va ouvrir le débat. Eh bien, une première question, messieurs, qui me paraît s'imposer. Existe-t-il réellement, à votre avis, un nouveau mal de la jeunesse? Et si oui, comment pensez-vous pouvoir le caractériser? Maurice Merleau-Ponty. Je me demande d'abord s'il ne faudrait pas localiser ce mal à Paris ou dans les grands centres plutôt que dans l'ensemble de la France. Il m'arrive souvent d'aller en province et d'y voir des jeunes gens. Je ne constate pas chez tous au même degré cette espèce de désarroi auquel vous paraissez penser. Est-ce que c'est également votre avis, Pierre Hervé? Il y a tout de même une inquiétude dont il faut tenir compte. Ainsi, j'ai reçu 2 lettres ici qui me paraissent assez significatives. L'une est d'un étudiant et il m'écrit qu'aujourd'hui, on donne beaucoup de coups de bâton dans l'eau et qu'il y a beaucoup de déceptions. Pourquoi? M. Pinault s'explique, M. Longchambon s'explique, tout le monde s'explique, et c'est tout. Tout ceci, ou plutôt cet exemple entre mille, pour expliquer le raisonnement qui va se faire dans l'esprit du Français sincère, patriote. Je me suis battu, résultat néant, je travaille, résultat néant. Pourquoi? Les trusts, le marché noir, etc. Maintenant, où est l'ennemi? Partout, nulle part, dans chaque cœur, dans chaque mentalité de Français. Il me semble là voir un état d'inquiétude. Et une autre lettre qui semble répondre à la première dit ceci. Il paraît que jadis, les parents aimaient à développer chez leurs enfants des qualités de courage, de franchise, de patriotisme. Aujourd'hui, si par hasard, ils les découvrent chez leurs enfants, ils feront tout pour les étouffer. C'est à eux de nous encourager, de nous aider, de nous guider dans la bonne voie. Au lieu de cela, ils font tout pour nous décourager par l'exemple de leur propre veulerie. Ils nous invitent à nous croiser les bras et pour se justifier, ils invoquent leur expérience. Parlons-en. Par pitié, qu'ils la gardent et nous laissent vivre. Bon, Père Daniel, estimez-vous également que ce nouveau mal de la jeunesse existe? Oui, je pense qu'il y a dans toutes les jeunesses actuellement un même malaise et qui tient, je pense d'abord à cette condition générale de l'incertitude de l'heure présente où se trouvent la plupart des jeunes gens. Alors là, nous abordons la question des causes de ce malaise. Oui. Maintenant, plus particulièrement pour parler des jeunes chrétiens, puisque ce sont surtout ceux avec lesquels je suis en contact, oui. Je pense qu'il y a chez eux une inquiétude et qui tient à ce qu'ils sentent le besoin d'un renouvellement dans leur vision des choses et dans le monde dans lequel ils se trouvent, et que cette inquiétude, à cet égard, me paraît être féconde dans la mesure où elle exprime une sorte de crise de croissance. C'est pourquoi, à côté de l'élément commun d'incertitude générale, je dirais qu'il y a dans cette inquiétude un élément également qui peut être la genèse d'un monde nouveau, que la jeunesse sent d'une manière plus aiguë que les autres sphères de la société. Bon, et bien pour compléter ce tour d'horizon, nous allons maintenant demander l'avis du pasteur Jousselin. Monsieur le pasteur. Je crois en effet, comme le disait monsieur Hervé, qu'il y a une déception de la jeunesse, mais qu'il s'agit là d'une forme particulière d'un mal général qui atteint toutes les générations. La jeunesse, cependant, étant plus sensible, ayant plus peut-être conscience des nécessités de l'avenir, marque cette déception et cette gêne d'une manière plus particulière. Il me semble qu'il faut prendre très au sérieux cette parole de nombre et nombre de jeunes qui disent que tout vaut mieux
que ce qui est actuellement. Désir de renouvellement, comme le disait tout à l'heure le père Danielou, qui est commandé par les impossibilités que nombre de jeunes rencontrent actuellement à vivre une vie qui, selon leur formule, soit leur vie. Impossibilité de s'exprimer réellement, de se développer, de se réaliser, de maîtriser leur destin. Ils pensent du moins qu'ils sont comme coincés par toutes sortes de conditions économiques et sociales qui les rendent esclaves d'un ordre donné dont ils sont très nettement insatisfaits. Bon, eh bien, pour établir un premier bilan, si vous voulez bien, nous admettons donc que la caractéristique principale du nouveau mal de la jeunesse, c'est le pessimisme. Pierre Hervé. Ça demande quelques réserves, néanmoins. Je crois, par exemple, qu'il serait exagéré de dire que les jeunes assiègent les consulats et que les jeunes ne croient plus dans le dessein de notre pays. Ça, je crois que c'est beaucoup exagéré. Il y a certainement un trouble, mais comme le passage de l'adolescence à l'état adulte est toujours marqué par une crise, il est possible qu'il y ait certaines sociétés, certains stades de l'évolution sociale où cette crise peut se dérouler pacifiquement et d'autres périodes de l'évolution sociale où cette crise est exacerbée. Et je crois qu'avec les difficultés économiques et sociales actuelles et avec le passage aussi d'un état d'oppression que nous avons vécu pendant 4 ans, et avec tout cela, peut-être cette crise a été quelque peu exacerbée. Par conséquent, vous n'estimez pas que cette crise soit grave? Je crois qu'il appartiendra à la nation et au gouvernement de donner aux jeunes de plus en plus des moyens de s'exprimer, de se développer, et qu'en cela réside la solution de cette crise. Père Danielou, que pensez-vous, vous, de la gravité de cette crise de la jeunesse? Eh bien, je pense que elle n'est pas seulement, comme le disait tout à l'heure mon ami Hervé, une crise liée aux conditions économiques et à la transformation actuelle des choses. Je crois qu'il y a aussi un autre élément ici, qui est le fait que beaucoup de jeunes actuellement n'ont pas une vision des choses claires à laquelle se rattacher, qu'ils cherchent une foi, qu'ils sont dans une incertitude, non seulement quant à leur avenir économique, mais aussi quant à la direction générale qui peut inspirer leur vie. Et à cet égard, je pense qu'il y a chez certains jeunes une sorte de désespoir moral qui me paraît être quelque chose de grave et de plus irrémédiable, en un sens, que l'inquiétude relative aux problèmes économiques. Ah, notez bien que je n'ai pas dit simplement conditions économiques, j'ai dit conditions sociales. Cela implique aussi le point de vue moral. Et sur ce point, je partage un peu votre opinion. Merleau-Ponty? Oui, je suis très content de ce que Hervé ajoute, parce que il me semble, quant à moi, que le trouble n'est pas lié seulement aux difficultés économiques, difficultés pour chacun de trouver un métier, de s'établir dans la vie. C'est beaucoup plus que ça. Ces garçons ont eu pendant 4 ans sous les yeux un exemple particulièrement net et probant de ce qui se produit toujours un peu dans la vie sociale, mais de ce qui s'est produit d'une façon impressionnante. Je veux dire, la comédie politique et sociale. Je veux dire ceci, tout simplement. C'est que quand on est arrivé à 18 ans, en entendant certaines paroles à la radio officielle venant du chef du gouvernement, quand 2 ans après, on a vu certains éléments du même gouvernement changer leur casaque politique, quand 6 mois ou 2 ans après, on a vu encore d'autres changements de cette sorte, on a reçu une leçon de choses qui est véritablement terrible. On a appris d'un seul coup à ne plus croire trop à ce que disent les gens, peut-être même à se défier des idées, et il y a peut-être une sorte de cynisme chez les jeunes gens qui viendrait de là. Et nous en revenons par là à la crise de conscience. Bien entendu. Je crois, Merleau-Ponty, que ce cynisme est limité à certaines couches sociales, à la jeunesse intellectuelle, et d'une manière plus générale, à la jeunesse issue des classes moyennes. Cette méfiance à l'égard des idées n'existe pas chez les travailleurs et, par exemple, chez les mineurs. Et ce cynisme représente, à mon avis, une révolte sans orientation précise. On a dit parfois que le cynisme était la révolte de l'âge mûr. Mettons que les événements ont mûri trop rapidement certaines couches de notre jeunesse. Mais pour ma part, je persiste à croire que la jeunesse consiste, quel que soit l'âge que l'on a, à croire au Père Noël. Bien, bravo.